different, dare to be wonderful, dare to be happy, dare to be colorful, dare to be honest and true to one another, dare to stay in it and be proud of yourself, dare to be different, dare to be wonderful, dare to be happy, dare to be colorful, dare to be Londres est une des plus grandes villes d'Europe. Elle est 15 fois plus vaste que Paris. La Tamise est l'épine dorsale de la capitale du Royaume-Uni. C'est l'axe autour duquel s'est développée la ville. Londres est riche d'une histoire millénaire. Longtemps capitale d'empire, elle a toujours été respectueuse de son passé. Elle est fière des monuments symboles de sa grandeur. Elle les entretient avec soin et sait les mettre en valeur. Londres est depuis longtemps sensible à la qualité de son environnement et à la qualité de l'air. Le trop célèbre smog a disparu depuis les années 1950 grâce à une loi réglementant strictement les émanations de fumée. Et aujourd'hui, la ville s'attaque à réduire les émissions de gaz carbonique. Pour les Londoniens, la protection de la nature ne doit pas se limiter à de beaux discours. Alors, tous en selle. Créée à l'époque de l'Empire romain, Londres est déroutante par son manque d'unité architecturale. La juxtaposition des styles surprend. Mais Londres est avant tout un état d'esprit. Une ville tentaculaire qui pourtant garde une échelle humaine. La ville est respectueuse de ses traditions, même si elles sont devenues des clichés. Tout vrai londonien ne saurait sortir sans son parapluie. Elle entretient aussi le souvenir des personnages célèbres dans tous les domaines qui l'ont habitée. Elle a même trouvé un moyen original de rappeler leur nom aux passants. Ici, le passé se superpose au présent. Les codes d'un autre âge font le cachet de la ville. Londres d'aujourd'hui, c'est aussi un mélange de raffinement et de luxe. Certaines cérémonies se déroulent toujours avec faste et élégance. Les valeurs traditionnelles sont préservées jusque dans les galeries marchandes. Ces élégantes arcades sont en quelque sorte les premiers centres commerciaux de la capitale. Restaurées et rénovées, elles ne sont pas des pièces de musée et restent bien des magasins très chics. On y trouve tous les vêtements et accessoires classiques bien british pour la ville ou les loisirs. Londres fait la part belle aux valeurs artistiques. L'art est considéré comme un moyen d'expression parmi d'autres. Et ici, peut-être plus qu'ailleurs, on respecte la liberté d'expression, de toutes les expressions. Chacun est libre de s'exprimer. Pour être sûr de se faire entendre, deux solutions: camper devant le Parlement ou organiser un défilé dans le plus simple appareil. Londres pratique la tolérance au sens large, par rapport aux opinions politiques, aux religions et aux cultures. Elle brasse toutes les nationalités. Certaines écoles accueillent des élèves originaires de dizaines de pays différents. Cette cohabitation ne pose-t-elle pas certains problèmes? Jacqueline Steele, directrice d'école primaire. En fait, c'est exactement le contraire. Les enfants grandissent ensemble dès l'âge de 4-5 ans dans un environnement très cosmopolite et multiculturel. Ils apprennent la tolérance. Le respect fait partie de leur vie quotidienne. Et l'école pour les enfants, c'est comme la société dans laquelle ils vivront. Donc c'est un avantage. Londres est multiple. Elle est un véritable miroir pour le monde
à bien des points de vue. Tout en préservant son passé, elle se construit sur la diversité. Et c'est sans aucun doute cela qui fait sa force. Londres a ses icônes sans lesquelles la ville ne serait pas. Trafalgar Square en est une, avec la National Gallery qui met à la portée de tous les grands maîtres de la peinture, et la colonne Nelson dédiée à l'amiral qui a perdu la vie en gagnant la bataille de Trafalgar. Buckingham Palace est le quartier général de la monarchie depuis plus de 2 siècles. Le palais est toujours l'une des principales résidences de la couronne. Et les couleurs du drapeau flottent comme par le passé sur les cérémonies officielles. Le Tower Bridge est une prouesse technologique de la fin du XIXe siècle. Au plus fort du trafic fluvial, ce pont à tablier s'ouvrait jusqu'à 5 fois par jour pour laisser le passage aux navires de haute mer. Aujourd'hui, l'ancienne mécanique fonctionne toujours. Forteresse et ancienne prison, la Tour de Londres reste la gardienne des joyaux de la couronne. Et la plus grosse cloche de Grande-Bretagne, Big Ben, résonne toujours par-dessus le palais de Westminster qui abrite le Parlement. À Londres, le monde moderne côtoie partout les icônes du passé, car la ville, loin d'être figée par ses traditions, montre qu'elle vit à l'heure du nouveau millénaire. Les points de repère du XXIe siècle se multiplient. Le London Eye, l'œil de Londres, a été conçu pour projeter le regard de la capitale vers l'avenir. À 135 mètres de haut, la juxtaposition des monuments du passé et du présent se reflète dans le miroir du ciel. Londres est entrée dans le nouveau millénaire en s'offrant une cure de jouvence. Le London Eye est posé sur la rive sud de la Tamise, à South Bank. L'endroit est devenu un espace de rencontre et d'animation informelle que même les plus petits apprécient. Le décor de Regent Street, une des principales artères commerçantes, est un autre symbole pour la capitale. Elle est un haut lieu du commerce et le commerce à Londres représente l'ouverture sur le monde. Ce jour-là, la rue est envahie par une foule cosmopolite venue participer à un festival indien. Pas moins de 300 langues différentes sont parlées à Londres. Les religions les plus diverses y sont implantées. Les principales minorités sont issues des anciennes colonies. Les Indiens, à eux seuls, représentent 2% de la population du Royaume-Uni. Mais le succès économique a attiré toutes les nationalités. Ce cosmopolitisme fait de Londres le miroir de la planète.
a vu le jour au bord de la Tamise. Elle est née dans un quartier devenu le haut lieu de la finance. Stephen Senior est architecte et urbaniste. Le cœur de Londres est connu sous le nom de Square Mile, le mile carré. C'est là qu'il y a la pression la plus forte pour le développement immobilier et architectural, car le secteur financier est basé à cet endroit. Malgré ses gratte-ciels futuristes, la City, le quartier des affaires, est le plus ancien quartier de Londres. Son histoire remonte à 2000 ans. Ce sont les Romains qui se sont installés en premier sur le Square Mile. La disposition des rues est toujours la même. La présence des bâtiments historiques pose un problème pour la construction des nouveaux immeubles, car les rues ne sont pas tracées en damier comme à New York ou dans les villes plus récentes. L'imagination des architectes a néanmoins permis la construction de bâtiments hors du commun. Certains ont été créés par des architectes anglais, d'autres par des architectes américains ou d'Europe continentale. Dans le Square Mile, le nouveau building le plus connu est le Gherkin, créé par Norman Foster. Il a été le premier gratte-ciel dans le centre de la City. Il a entraîné un nombre important de projets de haut building qu'on peut voir sur la maquette. Faire preuve d'audace dans un environnement historique n'est pas simple, car les règles à respecter sont innombrables. Le bâtiment le plus important de la City, c'est la cathédrale Saint-Paul. Elle a été reconnue comme telle. Les nouveaux buildings autour de la cathédrale doivent être relativement bas, car la vue depuis Saint-Paul est protégée par la loi. La coupole de Saint-Paul dominera encore longtemps la City. Les colonnades de la cathédrale répondent à celles des institutions financières toutes proches, comme le Royal Stock Exchange et la Banque d'Angleterre. Ici, on est au cœur du quartier financier. 300 000 personnes viennent y travailler chaque jour. Les travailleurs de l'argent proviennent des 4 coins du monde. Et la City est un kaléidoscope de nationalités. Lituanie, Thaïlande, Jordanie, Norvège. Je viens de la Belgique. Londres. Mais pourquoi Londres attire-t-elle autant ? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie. Tout le monde a une attitude dynamique. Ce n'est pas seulement la finance, c'est aussi parce qu'ici, ça vibre. Londres est le cœur de l'Europe. Elle est aussi proche des États-Unis par la langue et la culture. En ce qui concerne l'Europe, Londres est en tête. Pour faire de l'argent, et c'est aussi un endroit bien pour travailler. Il y a plus d'argent ici que n'importe où ailleurs. Pour gagner de l'argent? Et pourquoi la City est-elle devenue une grande capitale financière ? Justin Dukes. Ça a commencé par des débuts modestes. Puis Londres s'est développé rapidement pour 2 raisons historiques. Ou 2 atouts, devrions-nous dire. Premièrement, c'est une question de langue. La langue du monde de la finance est l'anglais. On est situé au bon endroit dans le monde. On couvre à la fois l'Est avec le Proche-Orient et l'Extrême-Orient, et les Amériques. Et deuxième atout, c'est le fait de disposer des personnes avec les bonnes compétences, la bonne expérience et surtout l'intégrité. Si la City s'est créée à cet endroit, c'est pour des raisons précises. On trouvait l'endroit pratique en raison de l'accès au port de Londres. Il y avait des marchands. Ils voulaient travailler avec les banques. Les bateaux arrivaient de toute l'Europe, de Scandinavie, d'Amsterdam, de Hollande, de Belgique et de France. Et finalement, toutes ces énergies ont permis de développer une activité bancaire. En raison de son succès, la City a dû s'agrandir à l'est de Londres, toujours le long de la Tamise. Quand Canary Wharf a été créé à la fin des années 80, il était clair que c'était à cet endroit qu'il fallait construire de grandes tours, et non dans la City. Pendant un moment, c'est ce qui s'est passé. Mais tout le monde n'a pas envie de se déplacer vers Canary Wharf. Certaines sociétés préfèrent rester dans le Square Mile, car c'est là traditionnellement que les affaires se traitent.
Canary Wharf représente la mise en œuvre des nouveaux moyens de communication et des nouvelles technologies, mais le centre financier n'a pas bougé. La ville n'a de cesse de s'agrandir, de s'embellir, toujours plus à l'est. Elle a réaménagé les quais de la Tamise. Londres se réinvente en permanence. Du dôme du millénaire au bureau de l'architecte Norman Foster, Londres est un laboratoire d'architecture qui rayonne dans le monde entier. C'est ici que sont conçues les œuvres du grand architecte qui marque de son style high-tech les bâtiments géants qu'il construit tout autour de la planète. Norman Foster a notamment dessiné le stade de Wembley, 90 000 places, la mairie de Londres, et a participé à la conception du pont du millénaire. Londres renouvelle constamment son patrimoine. Ce qui frappe, c'est l'absence d'unité. Place à l'originalité. La ville se développe de manière un peu empirique, quartier par quartier. Elle cherche à se débarrasser des contraintes. Elle est le miroir des différences. Et rien ne peut contrecarrer sa capacité à innover. La solution aux problèmes liés au trafic automobile exigeait aussi des solutions innovantes. La Congestion Charge a été instaurée en 2003 pour les véhicules qui pénètrent dans le centre de la ville. John Mason, directeur au département des transports. Le péage a été choisi comme solution à un problème réel dont Londres souffrait, les embouteillages chroniques. Avant l'introduction du péage, on a étudié la possibilité de construire de nouvelles voies dans le centre, mais cette option a été abandonnée. On a donc dû trouver une alternative radicale et mettre en place un système qui oblige les Londoniens à se demander s'ils ont réellement besoin d'amener leur voiture dans le centre. Le système du péage s'applique durant la journée. Il est simple à utiliser grâce à la mise en œuvre de moyens techniques sophistiqués. Chaque point d'entrée dans la zone à péage est filmé par une caméra. Ces caméras utilisent un logiciel de reconnaissance des plaques minéralogiques. Le numéro de plaque de chaque véhicule qui entre ou sort de la zone est transmis par la caméra à un fichier central. Le système est si efficace que d'autres villes s'en sont inspirées. Les caméras font maintenant partie du mobilier urbain. Évidemment, avec un système aussi important, qui implique l'installation d'un grand nombre de caméras, on a dû innover dans la façon de poser les caméras pour ne pas défigurer l'apparence des rues. Donc, la plupart du temps, les gens ne savent pas où sont les caméras. Caméra ou réverbère? On ne sait plus. Avez-vous déjà remarqué toutes ces caméras autour de vous? Non, je les avais jamais vues avant. Oh oui, Oui, plutôt oui. oui, je savais pour les caméras. Non, je ne les avais pas remarquées. Non, non, je n'avais pas remarqué. Non, je les avais jamais vues avant et je viens là tous les jours. Oui, les caméras sont plutôt discrètes. Mais est-ce que cela vous dérange d'être filmé? Pas vraiment en fait. Pas spécialement. Vraiment non. Je me sens plus en sécurité en fait. Ça a l'air un peu excessif, mais je pense qu'il y a beaucoup de délinquance autour de la station de métro. Donc ça peut être utile pour cette raison. Je ne sais pas, elles sont là depuis un moment, donc ça ne me dérange pas. Franchement, ça me dérange, parce que je voudrais savoir où sont les caméras. Non, pas du tout, on est plus en sécurité. J'aimerais qu'on utilise plus les preuves vidéo dans les affaires criminelles. Si vous ne faites rien de mal, vous n'avez rien à cacher? Je suis magistrate et ce serait utile si on pouvait avoir ainsi la preuve du délit. On ne fait rien de mal ici. Je pense que c'est génial qu'il y ait des caméras ici. Ils en ont besoin à Londres. Oui, à Londres, des yeux partout vous observent. Les taxis londoniens, les Black Cabs, sont une institution bien plus visible et plus ancienne que les caméras. Connus pour leur courtoisie et leur professionnalisme, les chauffeurs sont tenus de suivre une longue formation. Michael Conlon. Vous voyez à droite le jeune homme sur son scooter.
Il va étudier le knowledge pendant au moins 3 ans. Il a ce qu'on appelle le livre bleu à l'avant de son scooter. Mais cette préparation marathon, axée sur le centre-ville, n'est que la partie facile de l'examen. Croyez-moi, après avoir terminé le knowledge et savoir tout sur Londres, n'avoir que 6 semaines pour apprendre toute la banlieue, c'est très difficile. Venues en droite ligne du 19e siècle, de petites maisons vertes en bois font partie du décor de certaines rues londoniennes. Ce ne sont pas des abris de jardin, ce sont des monuments historiques. Elles font partie de l'univers traditionnel des chauffeurs de taxi. C'est un abri pour les chauffeurs de taxi. On peut s'y arrêter, prendre une tasse de thé ou manger quelque chose. C'est une cantine. Les cabby shelters ont toujours été ouverts toute l'année. Il n'y a que les chauffeurs de taxi qui peuvent manger ici. Vous pouvez acheter quelque chose, mais vous ne pouvez pas consommer à l'intérieur. Vous voyez au fond, il y a des bancs. Le règlement intérieur interdit strictement le jeu, l'alcool et les gros mots. C'est pour les chauffeurs de taxi. Ils peuvent prendre un rafraîchissement, grignoter quelque chose et se reposer un peu. 13 cabby shelters sur 62 à l'origine sont toujours en activité. Les abris pour taxi ont été créés en 1875 par Lord Shaftesbury. Il a eu cette initiative parce qu'un jour, il a envoyé un de ses domestiques chercher un taxi et en fait, il est mort en attendant le taxi. À l'époque, il n'était pas toujours facile de trouver un taxi. Donc, ils ont installé des abris où les gens pouvaient aller attendre un taxi. Et comme à cette époque, la plupart des chauffeurs étaient sous, ils ont pris l'habitude de venir ici manger quelque chose pour rester sobres. Comme son nom l'indique, le Black Cab, normalement, est noir. Mais il arrive désormais que le taxi londonien prenne les couleurs de la fantaisie. Depuis 15 ou 20 ans, la publicité a fait son apparition sur le marché du taxi. Personnellement, je préfère le taxi londonien traditionnel. J'ai eu une fois de la publicité sur mon taxi. Pour être honnête, je ne pense pas que je le referai. Vous faites de la publicité pour d'autres pays ou pour des banques. Je préfère le taxi noir traditionnel. Si la carrosserie a gardé son style rétro, l'intérieur du véhicule s'est modernisé. Les nouvelles technologies sont passées par là, même si l'unique fabricant de taxis londonien est toujours le même. Les taxis londoniens sont vraiment une institution. À droite, vous voyez Buckingham Palace. Et croyez-le ou pas, même le prince Philippe a son propre taxi londonien. Autre moyen de transport, autre icône pour la ville, le bus rouge à étages. Mais le moyen de transport en commun le plus utilisé à Londres reste le métro. Le métro de Londres est l'un des plus anciens au monde. Il porte bien son nom, le tube. Il est emprunté chaque jour par plus de 3 millions de passagers. Le réseau souterrain est vieux, mais sa modernisation a été lancée dans la perspective des Jeux Olympiques de 2012. Certaines stations ont même bénéficié du savoir-faire des maîtres de l'architecture contemporaine britannique. L'efficacité des moyens de transport est vitale pour une ville aussi peuplée que Londres. Mais l'efficacité n'empêche ni la convivialité, ni le respect des chefs-d'œuvre du passé. La gare de Saint-Pancrace est une remarquable réalisation de l'ère victorienne. Sa rénovation pour accueillir les trains à grande vitesse en provenance du continent sont un autre signe du respect que Londres voue à son passé. La Tamise est une voie navigable qui a été utilisée de tout temps pour des raisons commerciales, mais aussi pour les loisirs. Aujourd'hui, les river taxis permettent de traverser la ville d'est en ouest.
Les vedettes disposent de leurs propres embarcadères et font réellement partie des transports en commun. La nuit tombe sur Londres. La capitale s'autorise quelques minutes de repos avant le début du spectacle. Attention, changement de rythme. Les rues s'allument. On ne sait plus où donner de la tête. Comme chaque soir, Londres va devenir miroir de lumière. La capitale met ses atouts en valeur. Elle se part pour faire la fête. La sagesse des immeubles victoriens n'arrive plus à dissimuler le goût pour l'excentricité. Lumière de tous les jours ou lumière de Noël, on ne sait plus, et peu importe. Les papillons de nuit sont attirés même par les étincelles. On se laisse emporter par le tourbillon des hauts lieux de la vie nocturne. Piccadilly Circus explose. Le quartier de Soho est le paradis des noctambules. Chacun y trouve son compte. Bars, restaurants, théâtres, cabarets, boîtes de nuit et autres lieux de plaisir plantent le décor. Le spectacle commence, ou plutôt les spectacles, car les comédies ici ne sont pas que musicales. JC, please. Londres s'éveille, l'esprit embrumé. Mais très vite, l'activité reprend. Au pied des immeubles contemporains, les marchés traditionnels commencent à s'animer. Ils ont réussi, grâce à l'inventivité des architectes, à s'intégrer dans la capitale du XXIe siècle, tout en préservant leur dimension humaine. Spitalfields Market a bien failli disparaître sous les chenilles des bulldozers. Mais il a retrouvé sa place dans une halle rénovée. La structure de verre et d'acier rappelle les bâtiments modernes de la City toute proche. Autre lieu d'animation, autre marché. Covent Garden a également été l'objet de grands travaux de rénovation. La grande halle date du début du XXe siècle. L'ancien marché est devenu un lieu branché faisant la place belle aux magasins de vêtements à la mode. Les jeunes créateurs y trouvent une vitrine à la mesure de leur imagination, car chacun vient ici pour se créer son propre look. Une pépinière de jeunes talents s'est affranchie des anciennes références et fait désormais le dynamisme créatif de Londres. Londres est ainsi devenue une des capitales de la mode. 2 fois par an, les grands défilés se succèdent. La capitale britannique est devenue un tremplin pour les jeunes designers, rivalisant avec New York, Paris
et Milan. The show was great though. Yeah. We just say the production. I can't believe they did that though. Loin des préoccupations de la jet-set, c'est pour leur qualité de vie que bien des Londoniens entretiennent soigneusement le côté champêtre de certains marchés. Au marché aux fleurs de Columbia, on cultive les traditions dans la bonne humeur. Chaque arrondissement a ses jardins secrets. Dans les quartiers cossus de l'ouest de la ville, en quittant les rues principales, il arrive de pénétrer dans une muse. À l'abri des regards indiscrets, ces rues étroites étaient jadis bordées d'écuries. Les écuries ont été aménagées en maisons charmantes garnies de verdure. Les pavés sont restés et il arrive encore d'y rencontrer un maréchal ferrant. Nous sommes bien à Londres au XXIe siècle. Londres, capitale de la qualité de vie. Les anciennes écuries sont des maisons basses, souvent peintes de couleurs vives. Les balcons, les toits et les entrées pourraient se confondre avec un marché aux fleurs. Autre oasis improbable au cœur de la ville, Little Venice. Cette petite Venise s'est construite à la fin du XIXe siècle, le long du canal reliant Londres à Birmingham. Le trafic commercial a laissé la place aux péniches de plaisance conçues pour naviguer sans encombre sur les eaux calmes du canal. Les chemins de halage ont été aménagés pour les promeneurs. À Londres, les espaces verts représentent 10% de la surface totale de la ville. Les parcs sont immenses. Sur son côté ouest, Hyde Park ne s'arrête que pour laisser la place au jardin de Kensington. Et au pied du palais, nul ne s'offusque que le public profite pleinement de la pelouse. Oui, l'accès aux pelouses partout est autorisé. Les œuvres d'art elles-mêmes viennent s'y allonger, à leur façon. On peut nourrir les canards ou faire de drôles de rencontres. Les Britanniques ont un tel goût pour le jardinage qu'à Londres, l'espace disponible étant rare, certains toits sont transformés en jardins. De véritables jardins suspendus une trentaine de mètres au-dessus de la Grand Rue. Pour cultiver son jardin à l'anglaise, il ne faut oublier aucun accessoire. Il faut aussi faire preuve d'imagination. Alors pourquoi pas des flamants roses ? En direction de l'ouest, entre le centre de Londres et l'aéroport d'Heathrow, on réussit à oublier totalement la grande ville. Dans un reflet de soleil, soudain, une apparition. Un troupeau de cervidés. On se frotte les yeux. Nous sommes à Richmond Park. À moins d'une demi-heure du centre de Londres en voiture, biches et cerfs coulent des jours tranquilles en toute liberté, indifférents aux véhicules de leurs admirateurs. La nature toute proche offre aux Londoniens la possibilité de s'adonner à leurs loisirs préférés. Certains sont des classiques. D'autres sont moins courants.
À Londres, 3 mots reviennent souvent à l'esprit. Liberté, créativité, diversité. Les fêtes ethniques qui se succèdent tout au long de l'année illustrent parfaitement la diversité. Le Nouvel An chinois est célébré ici avec autant de ferveur qu'à Pékin ou Singapour. Un carnaval cubain a été créé, lui, pour faire connaître la culture cubaine, notamment la danse et la musique, sans aucune référence politique. Oui, c'est Cuba à Londres. L'esprit de l'île Caraïbe déferle avec exubérance le temps d'une journée. La fête du carnaval est d'origine européenne. Elle a traversé l'océan pour se répandre en Amérique et dans les Caraïbes. C'est notamment dans la ville de Santiago à Cuba qu'elle a ses racines les plus profondes outre-Atlantique. Miroir culturel, Londres reflète tous les genres de musique, quelle qu'en soit l'origine. Venue de France, la fête de la musique est désormais célébrée aussi dans la capitale britannique. Comme en France, ce jour-là, la musique est gratuite à tous les coins de rue du quartier français à South Kensington. Le quartier de South Ken a été créé dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est un quartier-village, dominé par l'impressionnant musée d'histoire naturelle. En face du musée, un pâté de maisons tout entier est la propriété du gouvernement français. Il regroupe les principales administrations et institutions de l'Hexagone. La présence française à cet endroit remonte au début du XXe siècle avec l'installation d'une première école. Les bâtiments de l'établissement ont servi de refuge au général de Gaulle lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, les Français ont reconstitué ici un petit bout de France. Robert Zeg est libraire. Les Français dans ce quartier sont surnommés, si vous voulez, les grenouilles, donc des frogs, qui est devenu après de Frog Valley. La vallée des grenouilles a permis à bien des Anglais de se familiariser avec les spécialités du continent. Petit à petit, les Français, un petit peu aventuriers, est venus s'installer et ont commencé à monter des magasins ou des petits restaurants ou des coiffeurs ou des manucures, des choses comme ça. Ce qu'il n'y avait pas avant et qui était intéressant, c'est que les Anglais, dans cette partie, avaient justement mis des noms français à leur commerce, mais ça donnait le cachet et ils trouvaient ça très drôle. Dans la capitale, les Français ne sont pas les seuls, loin de là, à avoir marqué un quartier de leur empreinte. Londres, d'ailleurs, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est que des petits villages. Vous avez tous les villages indiens, vous avez tous les villages pakistanais, vous avez tous les villages coréens, japonais, chinois, allemands, arabes, avec leurs petits commerces autour. Donc finalement, quand on recherche quoi que ce soit, vous trouvez tout ce que vous voulez. Oui, à Londres, le monde entier trouve ses repères. Notting Hill surprend, avec d'un côté de grosses maisons blanches et de l'autre de petites façades aux couleurs éclatantes qui rappellent les couleurs caraïbes. Un des symboles de Notting Hill, Portobello Road. Les chineurs s'y donnent rendez-vous tous les samedis.
Un marché d'antiquités y regorge de trésors en tout genre, bibelots, décorations ou accessoires. Le mot village a toujours été associé au nom de Chelsea, un des quartiers les plus sélects de la capitale. Les artistes ont toujours été attirés par le charme de ce quartier. Chelsea étonne et désoriente, comme King's Road, l'artère principale qui le traverse. À King's Road, les boutiques de luxe ont depuis longtemps remplacé les vitrines avant-gardistes des années 1970. King's Road s'est assagie. Elle est devenue une rue chic où défilent voitures de luxe et gros 4x4 auxquels on a donné un surnom, les tracteurs de Chelsea. Le port de Chelsea servait autrefois au déchargement du charbon. Il est aujourd'hui port de plaisance. La Tamise réserve bien des surprises. Sur le pont, la plage. Chaque année, on fête le fleuve. Qui pourrait imaginer que l'on fait des pâtés de sable au centre de Londres et que la Tamise recèle une variété de poissons rares et séduisants? The Budgie Man. Let's go. Come on, you budgie lovers. Had a little budgie, the budgeriga. We come down to London, performed in Leicester Square. Geordie and the budgie, we're not looking pale, budgeriga. You made me a star. Absolutely perfect. Well done. Ce jour-là, les quais de la Tamise se transforment en piste de danse. La Tamise devient un lieu de rencontre.